Bonsoir à tous. On est content de se retrouver avec le groupe Beno Gross avec Lidmod pour parler de la paracha, du Midrash avec Michael Gross. Et tu veux nous poser la question, est-ce que le Midrash c'est pour les enfants ou également pour les grands? Pour les grandes personnes, pour les gens sérieux. Et on va tout de suite voir deux. euh, Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il arrive qu'on a des problèmes quand on lit un midrash. Et il nous trouble un peu. Et pour différentes raisons. Et une des possibilités, c'est qu'effectivement, le midrash n'est pas fait pour des gens sérieux. C'est fait pour des enfants. Et donc, on ne va pas généraliser. Je ne dis pas que tous les midrashim sont pour les enfants. Mais lorsqu'on rencontre un midrash qui nous trouble, alors on peut dire, bon, il y a des raisons pour lesquelles ce midrash a été dit, mais il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Si tu le prends trop au sérieux, ben tu risques ou bien de perdre ta logique, ou bien d'arriver à des conclusions fausses. Et alors, on va voir aujourd'hui un midrash on va le lire, on va essayer de le comprendre, et on va se poser des questions, et on va également voir deux penseurs que nous connaissons. Un, c'est le Rav Yonatan Sachs, et le second, c'est le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, Manitou, qui les deux se sont relatés à ce midrash-là et en fait, l'ont abordé, ou plutôt l'ont contourné et de manière un peu différente. Et c'est ce qu'on va essayer d'apprendre, pas seulement c'est ce qu'il nous explique, mais la manière dans laquelle il nous permet d'approcher un midrash, disons, problématique. Et, et c'est là donc on va tout de suite commencer en espérant que Johan m'a donné la main. Oui, voilà. Et on arrive au midrash qui évidemment a à voir avec la paracha, mais pas seulement avec la paracha. Je ne sais pas pourquoi ça monte toujours quand c'est. Voilà, on y est, parachat Vaishlach. Et le Midrash, en l'occurrence, est tiré de Yalkut Shimoni. Et on a déjà vu le Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah. On a déjà parlé qui est le Midrash le plus, le Kovetz, comment dire, on appelle ça, le livre qui compile le plus important des Midrashim. On a également parlé déjà de Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est un autre Midrash. Et là, on parle de Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni, c'est en fait un monsieur qui s'appelait Shimon, Rabbi Shimon, du XIVe siècle, donc très tardif relativement aux Midrashim, puisque les Midrashim proviennent de l'époque des Tanaïm, des premiers siècles. Mais de temps en temps, il y en a qui veulent faire une récapitulation des Midrashim, de les rassembler, de les organiser selon sa manière à lui d'organiser les choses. D'habitude, ce n'est pas en fonction de sujet, bien que ça également ça arrive, mais essentiellement selon les, les- l'axe qui organise les versets de la Torah. Et un de ceux-là, c'est donc le Yalkut Shimoni, et qui a fait ce travail-là sur la Torah et également des Midrashim sur le Tanakh, sur le Nach. Et, et il a ses sources à lui, évidemment. Souvent, il les met entre parenthèses. Mais en tous les cas, j'ai choisi là un Midrash qu'on connaît par ailleurs de beaucoup d'endroits, qui revient sur la même idée. Et on va le voir dans la manière dont il est formulé ici. Le verset qui commence, c'est un verset de Parashat Toldot, d'il y a 2 semaines. Mais il s'agit de la vente de du droit d'aînesse que Yaakov a acheté de Esav. Et à ce propos-là, D'où il est le Yalkut Shimoni? je n'ai pas compris la question. D'où il est le Yalkut Ah, d'où Shimoni? il est de Francfort, Ah, d'Allemagne. Oui, ah, un y était. Ashkenaz. Oui, en tous les cas, oui, 1300 quelque chose du XIVe siècle. Amro, on nous a dit
On nous a raconté. Et je traduis ça directement, car lorsque Yaakov et Esav étaient encore embryons dans le ventre de leur mère, et ils ont discuté. A dit l'un à l'autre, Amarlo Yaakov le Esav. Yaakov s'est adressé à Esav et d'une manière très fraternelle, il lui dit, mon frère, nous avons deux mondes devant nous. Haolam hazeh, Vaolam haba. Le monde-ci et le monde à venir. Et quelle est la différence? Je vais t'expliquer. Alors il lui dit, dans ce monde-ci, Haolam hazeh, on mange, on boit, on fait des transactions, on se marie, on a des fils et des filles. Ça, c'est dans ce monde-ci. Mais dans le Olam haba, dans le monde futur, dans le monde à venir, en bo kol hamidot halalu, il n'y a pas tout ça. Alors, Ah, qu'est-ce que excuse-moi. tu choisis? Et je te propose, Ratsoncha, qu'est-ce que tu dis? Prends-toi le Olam Hazeh et moi je vais prendre le Olam Haba. Tu prends ce monde-ci, moi je prends le monde futur. Sur quoi s'est basée cette histoire-là? Sur le verset que nous avons là en titre. Micha chayom et bechoratcha li. Ce verset-là, quand regardez la traduction, Jacob dit, vends-moi d'abord, Micha kayom, actuellement même, ton droit d'aînesse. En premier lieu, avant que je te donne le plat que je suis en train de préparer, tout de suite, Kayom, Ayom Azeh Mamash, comme on dit aujourd'hui en hébreu. Le Midrash ne comprend pas cela comme ça, mais en fait, on peut lire le verset sans ce mot Kayom. Michad Bechoratrali, vends-moi ton droit d'aînesse. Kayom, ça vient, c'est une allusion au jour où nous étions à l'époque. Comme à l'époque, on a fait un échange et je t'ai vendu ma part de Olam Hazeh, toi tu m'as vendu en contrepartie le Olam Haba. De la même manière, on fait maintenant une transaction de la Bechora. Ça, c'est pour relier l'idée du Midrash au verset. Et que Oto Hayom, le même jour que nous étions dans le ventre de notre mère. Euh, je ne sais pas combien de temps Essa va réfléchir à la proposition, mais en tous les cas, on lui a vendu le droit d'aînesse, on peut mettre ça en parenthèse parce que c'est pas véritablement le sujet, mais à ce propos-là, on lui a proposé de vendre son droit d'aînesse, il a tout de suite accepté et d'après le Midrash, c'est une preuve il a nié la possibilité de Triat Hametim. En tous les cas, on revient à notre sujet. La proposition de Yaakov était donc de prendre chacun un autre monde, et c'est ce qui s'est passé. Esav a pris sa part dans le Olam Hazeh, et Yaakov a pris sa part dans le Olam Haba, et de telle manière, Shalom à l'Israël, chacun régit un autre monde, et chacun a son monde à lui. Un, c'est le monde-ci, l'autre, c'est le monde futur. Pourquoi ça a à voir également avec notre parachat de Vaishlach? Parce qu'il y a une deuxième scène qui se passe lorsque Yaakov revient de la maison de Lavan et il envoie à Esav des cadeaux, des centaines de cadeaux. Oui, Izim Matayim, 200 chèvres et 200 brebis et tant de chameaux etc. Et ça voit passer tout ce troupeau et il se dit, ça ne marche pas ça. Et il appelle lorsqu'il va rencontrer Yaakov, il dit, Yaakov, Achi, mon frère Yaakov, tu m'as pas dit que toi tu prendrais Olam Haba et moi je prendrais le Olam Hazeh. D'où tu as tout cet argent, d'où quand tu as amoncelé toute cette fortune, Kol Mamon Hazeh, que tu peux en profiter là maintenant avec tes fils, avec tes filles. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as dit que c'est pas ton monde à toi. Et comment tu as. Alors, là, il n'y a pas de réponse de Yaakov. Il y a seulement une réflexion que se fait par la suite Esav, mais dans d'autres textes, il y a une réponse de Yaakov. Il dit oui, je veux bien, mais d'ailleurs, c'est un verset dans la paracha. Quand il lui demande qui sont tous ces enfants,
הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. C'est ce que j'ai reçu de l'Éternel. Nous avons fait effectivement un accord. Moi, je ne suis pas intéressé à ce monde-ci, mais Dieu m'a donné. Et ça a amené à Esav finalement à se poser, à se faire la réflexion. Si dans le monde qui n'est pas le sien, Akadosh Baruch Hu lui a donné tellement de salaire, le Olam Abba qui est le sien, qu'est-ce qu'il va recevoir là-bas? Alors Esav s'est dit, j'ai peut-être fait une mauvaise affaire, on va essayer de l'arranger. Et il lui dit, Retzoncha, si tu veux bien, viens, on va faire une association. Shootafut. Toi, tu prends moitié Olam Hazé et moitié Olam Haba, et moi aussi, je prends moitié Olam Hazé et moitié Olam Haba. Au lieu de faire cette distinction, cette dichotomie entre les deux, nous aurons tous les deux une bonne part dans chacun des mondes. Qu'est-ce que tu dis, Yaakov? Tu es d'accord? Et Yaakov lui a dit, il y a problème. Non, parce que mes enfants, ils ne pourront pas profiter. Et ils ont du mal. Ils auront du mal à cela. Udfakum yom echad, ils auront, parce que c'est trop difficile, enam yocholim la'amod be'yisurim, ils auront du mal à supporter les malheurs de ce monde-ci. C'est pas très clair comme réponse, mais peut-être que, étant donné que ce monde, s'il n'est pas toujours une grande réussite, alors on aspire au monde futur. En tout cas, il semble, d'après le Midrash, que Yaakov n'a pas accepté, et ça va avec le sens du verset, que lorsque Esav lui propose, viens, on va aller ensemble vers Séhir, et Yaakov lui dit, non, 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 toi, tu vas beaucoup plus vite, va en avant, j'arriverai, je viendrai te rendre visite, et finalement, il ne l'a plus revu. Ça, c'est le Midrash. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur le Midrash, mais on peut également se poser des questions. Et plusieurs questions, à plusieurs niveaux. Un des niveaux, c'est est-ce qu'il faut prendre ce Midrash à la lettre? C'est-à-dire, effectivement, Yaakov et Esav, dans l'antre de leur mère, ont fait un débat et une transaction. Et souvent, le Midrash nous raconte une histoire qui nous semble pas correspondre avec la réalité des choses. C'est pas possible. Et souvent, ça arrive que le Midrash fait ou des miracles ou des descriptions qui nous semblent pas réalistes et qui ne peuvent pas effectivement avoir lieu. Ça, c'est un problème dans le Midrash. Un autre problème, c'est dans l'idée. Quelle est l'idée de ce Midrash? Et il nous dit en fait la chose suivante, c'est que oui, Yaakov et Esav ont fait une répartition des mondes. Un a pris le Olam Hazé et l'autre a pris le Olam Haba. Ça va avec une image que le Midrash était forcé de nous montrer, que Esav est un homme très terrestre, est intéressé au monde temporel. Il dit, Ine anochi olech lamut. Qu'est-ce que tu me parles du monde futur? Moi, je suis intéressé à vivre dans ce monde-ci et peut-être que je vais bientôt mourir. Alors, je n'ai pas besoin du droit d'aînesse, ça n'a pas de sens. Esav est un chasseur. C'est celui qui s'occupe à manger et c'est tout. Finalement, on nous décrit dans le Midrash, dans les Midrashim, Esav comme quelqu'un de très terrestre, de très un peu brut. Euh, euh, et Yaakov, en contrepartie, lui, il s'intéresse à Olam Haba, le monde futur. On est considéré comme tzaddik, l'autre est considéré comme rachat. Et quand on veut faire une image, alors on nous dit qu'il y a Yaakov, Yoshev Ohalim, Ishtam, Yoshev Ohalim, quelqu'un de très complet, disons, et qui est installé dans les tentes, qui ne court pas les champs et les forêts, mais qui... Et pourtant, on dit, excuse-moi, Ezekiel, on dit pourtant que Esa avait une grande force spirituelle que son père avait ressentie.
je ne sais pas qui c'est. On dit, là, on a un midrash. Bah, les autres midrashim que j'ai écoutés. On a un midrash là devant nous qui ne dit pas ça, qui dit que Esav était intéressé par le Olam Azé. Et c'est dans ce sens-là que je vais maintenant. Il y a D'accord, d'autres midrashim qui peuvent dire le contraire, il n'y a pas de problème. absolument. Mais on essaie d'étudier celui-ci, et celui-ci nous dit, oui, il y a une dissection entre Esav et Yaakov. Un est plutôt spirituel, l'autre est plutôt temporel et terrestre. Et ça semble évident, ça c'est l'idée essentielle du Midrash, mais ce qui apparaît également dans le Midrash, si on le prend à la lettre, c'est qu'il y a une prédestination là-dessus. C'est pas une discussion qui s'est passée lorsque ces deux personnages sont venus au monde et ont grandi, et alors ils se sont séparés de leur manière de vivre. Non, on nous dit ça c'était encore avant. Et il y a d'ailleurs des midrash qui se basent sur le verset Vaïtratsu Habanim Bekirba, que lorsque Rivka était enceinte, elle sentait que ça bousculait dans elle et elle allait demander la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? On lui dit effectivement, tu as deux peuples dans tes entrailles et donc le Midrash va dans ce sens-là, déjà à l'intérieur, avant la naissance. Oui, comme le Midrash qui est rapporté par Rashi, que lorsque Rivka passait devant une maison d'idolâtrie, elle sentait des secoussements. Et lorsqu'elle passait devant une maison d'études de la Torah, elle également sentait. Alors elle se posait la question, mais qu'est-ce que c'est cet embryon qui ne sait pas choisir entre le Avodah Zarah et le Beth Midrash? Elle allait demander la question, on lui dit, ne fais pas de soucis, il y en a deux. Tu es enceinte de jumeaux, un va dans une direction, l'autre va l'autre direction. Ça, c'est un midrash rapporté par Rachid, mais en tous les cas, il y a là une prédestination et presque une fatalité. Et ça, finalement, lorsqu'il naîtra, sera déjà orienté dans ce monde-ci, alors que Jacob, dès sa naissance, est orienté dans une autre direction. Et ça peut évidemment poser problème. Est-ce qu'effectivement, il y a prédestination? Donc, on a des questions concernant la réalité de cette discussion. Est-ce que c'est effectivement passé? On a également des questions concernant l'idée que le Midrash porte. On peut également se poser la question des rapports entre le Midrash et la Torah. Finalement, c'est basé sur les versets, mais dans l'esprit de la Torah, est-ce qu'effectivement, quand on lit les versets dans le Pshat, est-ce qu'effectivement la Torah nous présente Esav comme un rachat total, qui tout ce qu'il fait, c'est intéresser et il est toujours va essayer de s'approprier le pire des fonctions et qui revient, quand on dit qu'il revenait de la chasse, on nous dit il a chassé des femmes. Et lorsqu'il présente, lorsqu'il sert son père, on dit oui, mais il triche, il fait semblant. C'est comme il pose des questions de halakha, alors que c'est des questions qui n'ont pas de sens. Et autrement dit, c'est un hypocrite. Et alors que ça, c'est le midrash. Mais le sens littéral des versets ne sont pas comme ça. Yaakov n'est pas un tzaddik gamour et Esav n'est pas un rachat gamour. Donc, on peut se poser encore d'autres questions sur le Midrash, et concernant la réalité des choses, et concernant les idées du Midrash, et concernant les rapports du Midrash, comment il se base sur la Torah, est-ce qu'il ne nous oriente pas dans une autre direction? Toutes ces questions-là sont des questions importantes. Et maintenant, on va voir la réaction du Rav Jonathan Sachs, et ensuite nous continuerons sur Manito. Je vais reprendre la main. Excuse-moi, Michael, je peux justement, par rapport à ce que vous avez dit là à l'instant, Oui, il y a le Midrash qui dit que il cherchait, et savent chercher la Kdusha, même dans le sel, dans le Teven, dans toute matière, même minérale. euh, Ju-
Justement, Non. Ah, pour ben, c'est aussi continuer un ce que autre disait midrash, ça. Suzy. Pour continuer ce que disait Suzy, justement. Oui, Oui, ben justement, on a écouté peut-être les mêmes que. alors, bravo, je vais dans votre sens. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des midrashim qui se contredisent? Ben, ils vont tous dans le Alors, même sens, on a normalement. encore d'autres questions en plus. Parce que le midrash que nous avons là maintenant devant les yeux, il ne nous dit pas ça. Il nous dit qu'il y a Esav était intéressé par le Olam Abba et c'est ça qu'il a reçu. On peut continuer d'ailleurs. Ça veut dire que Yaakov n'a pas de part dans le Olam Hazé. Nous sommes les descendants de Yaakov et il semble que selon le Midrash, ce n'est pas un problème personnel de M. Yaakov et M. Esav, mais c'est toute la lignée des descendants, nous y compris. Nous ne sommes pas intéressés donc tellement dans le Olam Hazé. Tout ce qui nous intéresse, c'est le Olam Haba. Est-ce que vous vivez avec cela en harmonie avec cette idée-là? Euh, Ah, on c'est aimerait bien. hein? Il faut- On aimerait bien, j'aimerais. Pour vous dire la Ok, vérité. mais c'est bien. Euh, Moi, je ne connais pas beaucoup dans le peuple juif qui sont prêts à faire cette transaction-là. Bon, je n'ai pas besoin du Olam Hazé, et je me contente du minimum. Est-ce que Dieu va nous donner en plus tout ça, c'est bonus? Mais euh, est-ce que c'est ça notre relation effectivement avec ce monde-ci? En tous les cas, et tout de suite, on va voir. Donc, où c'est que j'essaye de faire rouler ça? Voilà. C'est pourtant ce qui est écrit dans les Pirkei Avot. Que ce monde-ci, c'est un prosdor pour le Un Olam Haba. prosdor dans l'Olam Abba. Nachon. Nachon? Donc, voilà. Effectivement, il y a une vue de cette chose-là. Et à l'arrêt, Tishan, pas de Bamelach Tochal, Vata Osek Batora. Oui, il y a une. C'est-à-dire, il semble dire, le Pirkei Avot dit cela, mais le Rav Yonatan Sachs dit autre chose. Et on va voir ce qu'il nous dit. Et c'est sur un. J'ai pris ça du livre Anima Amin. Il a beaucoup de pérouchim qui suit l'ordre des parchiotes. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Il y a maintenant tout un effort de traduire les écrits du Rav Sachs. Il a Oui, oui, ici. il a été traduit en français. Ah, ça a été traduit, il a fait. Très bien. Alors, vous pouvez le retrouver. Et moi, je l'ai en ivrite. Et en tous les cas, ça, dans ce livre-là, il réfléchit sur la paracha à partir de ces deux versets que Akadosh Baruch Hu, dit à Yaakov, il lui change son nom. Tu ne te nommes, tu te nommes Yaakov, Shimcha Yaakov. Mais ton nom désormais ne sera plus Yaakov. Ton nom sera Israël. Lo yikare shimcha od Yaakov, ki im Israël yeshemecha. Et il l'a appelé Israël. Et là-dessus, le Rav Zaks, je n'ai pas rapporté ici tout l'article qu'il a écrit, il fait trois remarques. Et la première, il nous fait remarquer que, contrairement à ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah, qui eux aussi, Akadosh Baruch Hu a changé leur nom, mais c'était un changement minime relativement, c'est-à-dire il a ajouté une lettre ou il a changé une lettre, mais l'essentiel du terme est resté. Alors que pour Yaakov, le changement est beaucoup plus radical. Tu t'appelles Yaakov, à partir de maintenant, tu seras Israël. Et Israël, c'est pas un surnom. C'est pas qu'il a ajouté une lettre au mot de Yaakov comme Yoshua ou Sarah et Sarai. Et non, c'est vraiment autre chose entièrement. Deuxième remarque, on peut le voir dans la paracha, ce changement de nom est rapporté deux fois. Une fois par l'ange avec lequel Yaakov a combattu, et une seconde fois par Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a donc là quelque chose de plus fort et de plus radical. Et la troisième, c'est une question. Finalement, et on continuera à appeler Yaakov, même quand il s'appellera Israël. Après ce verset-là, qui se trouve
dans le chapitre 35, tout au long de la Torah, même dans le livre de Bereshit, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yaakov et l'appelle Yaakov. Donc, c'est pas que ce nom de Yaakov a été entièrement changé, il n'existe plus. On ne dit plus Sarai, on ne dit plus Avram, on dit Avraham ve Sarah. Et alors que Yaakov, c'est resté dans tout le Tanakh, dans toute notre prière, nous disons la Tfilat Hamida, Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce verset, verset 10 du chapitre 35? Ton nom ne sera plus Yaakov. Mais oui, alors, il ramène différents mefarshim qui nous expliquent la chose. La réponse du Rav Zaks est la chose est la suivante. Il dit cette formule-là, Lo yikare shimcha od Yaakov, n'est pas un ordre. Zelot sav, d'après la compréhension du Rav Zaks. Ce n'est pas non plus une promesse qui va se passer dans la fin des temps, comme explique le Sforno. À la fin des temps, tu ne seras plus Yaakov, tu seras seulement Israël. D'après le Rav Zaks, il nous dit non, non, non. Il faut comprendre ça non pas comme un ordre, mais à partir de maintenant, tu changes ton nom, ni comme une annonce, mais plutôt comme une demande. Une demande, une gageure, une invitation. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, fais l'effort pour que tu sois plus, qu'on ne t'appellera pas. Qui t'appellera pas? Les gens, ceux qui te connaissent, ceux qui te voient évoluer, ils te diront plus Yaakov, ils te diront Israël. C'est-à-dire, comporte-toi de telle manière que on t'appellera pas Yaakov, on t'appellera Israël. Pourquoi on t'appellera pas Yaakov? Parce que Yaakov, ça veut dire quoi? Celui qui va en arrière, celui qui essaie d'attraper ce qui appartient à l'autre. C'est pour ça que Yaakov a été appelé après Yaakov, parce qu'il a tenu, il a talonné, et comme on dit en français, Esav. Yaakov, c'est celui qui joue le jeu et qui triche un peu. Et alors, non, on ne t'apprendra plus Yaakov, tu seras Israël. Heye Sar, Heye Yachar. Ayez Soré, c'est-à-dire tu seras un chef, tu seras droit, tu seras un prince. Israël, comporte-toi comme il faut se comporter. Ayez ata atzmecha al tenase laakov achar azulat. C'est la traduction en ivrite de ce qu'a écrit le Rav Zaks en anglais. N'essaye pas de suivre après l'autre. Sois toi-même, sois intègre avec toi-même, sois juste, sois fort, sois droit. Et cet appel, finalement, c'est comme ça que le Rav Zaks lit le verset, Lo yikare shimcha od Yaakov, c'est un appel à Yaakov qu'il fasse en sorte que les gens ne l'appellent plus Yaakov, le talonneur, mais qu'on appelle Israël le leader, celui qui montre le chemin, celui qui va droit, celui qui est sûr de lui et qui n'essaye pas d'avoir la bénédiction de l'autre ou qui n'essaye pas d'avoir le droit d'aînesse de l'autre, mais qui essaye d'être ce qu'il est lui-même. Et là-dessus, le Rav Zaks enchaîne tout de suite en disant que c'est un appel que les enfants de Yaakov lui-même et ses enfants après lui, souvent ont dû y répondre parce que souvent, essentiellement en Galoute, mais aussi en Israël, et on peut avoir tendance à essayer de copier la culture des autres, les idéologies des autres, essayer de d'être le meilleur dans les théories des autres, alors que nous avons notre propre culture, notre propre idéologie, nos propres valeurs. Dans ce sens-là, tire le Rav Zaks vers une leçon de morale qui évidemment est à sa place. Mais si on réfléchit un peu, finalement, cela signifie que Yaakov n'est pas
né tzaddik, il doit le devenir, il doit faire un effort. Il est né Yaakov, il doit devenir Israël. C'est pas qu'il était prédestiné de sa naissance et même encore avant sa naissance, il va tout de suite au Olam Haba. C'est ça qui l'intéresse, c'est dans cette direction-là qu'il va. Et non, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus complexe, qui a des difficultés à surmonter dans ce monde-ci, et lorsqu'il les surmontera, alors il sera Israël. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, le Rav Zaks du Midrash? Voilà ce qu'il nous dit. À Sipurim, ça c'est le paragraphe en question, et voilà ce que nous dit le Rav Zaks. À Sipurim Aleim, les histoires sur Yaakov et Esav, ils sont très difficiles à comprendre et on a du mal à en tirer une leçon très claire. C'est pour cela que la Massoret, la tradition, a enveloppé les histoires de Yaakov et de Esav sous une couche Beshirva Midrashit Ava, sous une couche épaisse de Midrashim, oui, et qui transforme Esav en rachat, presque total, et Yaakov en tzaddik, presque total. Ça, c'est de la darshanout, et il nous dit, oui, d'accord, ça c'est le midrash qui le fait, mais c'est pour des matarot chinuchiyot. Sans doute que le midrash avait des buts pédagogiques, éducatifs, et pour bien montrer le bien et le mal, on a besoin souvent, à la manière d'autres romanciers ou d'autres films ou d'autres Walt Disney, surtout pour les enfants, le mauvais, le méchant, il est méchant, le bon, il est bon. Et le bon, finalement, gagne le méchant. Mais on n'essaie pas comment dire, d'enjoliver ou les méchants, on les voit tout de suite, on les remarque dans leur physionomie même. Et oui, ça, c'est le caractéristique du truand, et ça, c'est celui qui est bien orienté. Et donc, de la même manière, le Midrash nous raconte l'histoire de Yaakov et Esav de telle manière qu'ils ne soient pas des dmouyot, agulot ou murkavot, comme la Torah nous, en fait, nous le montre, qu'ils ont des problèmes, ils sont complexes, ils sont comment dire, ils sont ambigus, mais si on veut chercher des leçons, l'ikre moussar, on veut en tirer une leçon, alors surtout, comme il dit ici, les am shebasadot velentinokot shel bet rabban. C'est-à-dire le am shebasadot, c'est le bas peuple, disons ça en français. Pour ceux qui ne se posent pas des questions et qui n'approfondissent pas trop, alors pour eux, ce soit clair. Yaakov, c'est le tzaddik. Oui, finalement, c'est vrai. Et on peut faire quelque chose de plus complexe et de quelque chose de plus. Et ça, donc, il est le rachat. Et ça, c'est clair et ça, c'est évident. On ne fait pas ce que fait Esav, ne fait ce que fait Yaakov. Et de cette manière-là, on peut. Et il faut savoir qu'il y a des systèmes éducatifs qui fonctionnent de cette manière-là, qui évitent de la complexité, la problématique, la dualité, etc. Et les choses doivent être claires. Ce qui est mauvais est mauvais, ce qui est bon est bon. Et les personnages un peu pas clairs, ça dérange dans leur manière d'éduquer. Le tzaddik, il est tzaddik gamour. Le admor, tout ce qu'il fait, c'est bien. Et le rachat, tout ce qu'il fait, c'est pas bien. Et ne te fais pas des illusions. Et d'après le Rav Zaks, certains midrashim, il ne faut pas trop généraliser, mais certains midrashim, effectivement, nous décrivent, nous dessinent, comme il dit ici, la situation de la Torah, Beshachor Lavan, où c'est blanc, où c'est noir, mais il n'y a pas de gris entre les deux. Il faut se dire que cette possibilité-là, on peut être, en fait, contourne le midrash. Bon, tu as rencontré un midrash qui te fait problème, alors
tu as un joker et tu peux dire, bon, ça c'est pas pour moi, ça c'était pour des gens simplistes. Et c'est pour des gens qui prennent la vie d'une manière colorée en noir et en blanc et sans avoir besoin de mitiger les choses. Et c'est, Le côté complexe, c'est plus humain quand même. Si la Torah veut montrer des oui, mais personnages, c'est moins éducatif. c'est vrai, c'est vrai. C'est, alors c'est ça qu'il nous propose. Et on n'a pas fini, mais on va voir Manitou, qu'est-ce qu'il nous dit. Je peux Mais dire un mot? oui, Vakasha, Annette. Parce que Abraham, il a changé son nom, Sarah aussi, Yaakov a changé son nom, mais celui qui n'a pas changé son nom, c'est Yitzhak. Et c'est Oui, extraordinaire, parce que ça, c'est le din, celui qui bouge pas. fait, Toda, Nachon. Oui, mais son nom est au futur, donc il va peut-être bouger Alors, Non, plus tard. mais il n'a pas bougé, on lui a pas retiré un yud, on ne l'a pas rajouté. Il est resté ce qu'il était. oui. Alors justement, dans cette optique-là, si Yaakov devient Israël, c'est donc qu'il ne l'était pas. D'accord. Mm. Il y a une Et, transformation. et le Midrash a tendance à nous dire, mais si, il est le descendant de Abraham et Sarah, de Yitzhak et Rivka, alors évidemment, il est entièrement tzaddik. Il est tzaddik gamour. Il n'est pas il n'y a pas de problème. Alors, et le Midrash va même à nous dire, oui, il a trompé son père, mais finalement, il ne l'a pas trompé. Et ses relations avec Esav ou ses relations avec Shimon et Lévi dans notre paracha, etc., tout est justifié et tout devient, et ça dérange, comme on le voit, le Rav Zaks, qui lui a une vue plus moderne des choses. Il dit, bon, le Midrash, c'est pour éduquer Tinokot Shel Bet Rabban, les élèves des classes primaires, pour que pour eux, il ne faut pas les embrouiller avec des messages flous et complexes. Tu leur montres les choses d'une manière crue, c'est noir et ça c'est blanc. Et puis c'est tout. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'est pas le premier qui a pensé de cette manière-là. On trouve déjà cette manière d'approche du Midrash qu'il ne faut pas prendre tous les Midrashim trop au sérieux. Et on les voit déjà chez les Rishonim, Ibn Ezra, entre autres, fait une vérification dans chaque Midrash s'il est acceptable ou s'il n'est pas acceptable. Et il pense effectivement il arrive souvent, ou pas souvent, ça ne devrait pas faire de la statistique, mais il peut arriver que le Midrash n'est pas conforme à ce que la Torah nous dit d'après le Pshat, ou bien n'est pas conforme à l'idée que nous avons, les idées que nous avons et les valeurs que nous avons reçues, ou bien que il n'est pas conforme avec ce qui peut être véritablement réel et il nous met en alerte Ibn Ezra et n'est pas le seul d'ailleurs. Le Rav Zaks cite un nommé Maharatz Hayut qui a fait une étude sur les midrashim, mais lui également arrive à cette conclusion qu'il y a des midrashim qui ont leur valeur éducative. Alors, si tu es un étudiant, peut-être que tu peux recevoir de là des valeurs, mais si tu sors de la maison d'études et tu commences à réfléchir de toi-même, alors peut-être tu arriveras à d'autres conclusions. C'est pas grave, pas tous les midrashim, il faut les prendre comme des vérités absolues dans leur manière de s'exprimer. Et maintenant, nous allons passer donc à Manitou, duquel on a déjà parlé, et il y a 2 semaines, et on est resté en dette. Et donc, je vais faire remonter, où c'est, pourquoi je n'arrive pas à le faire remonter là? Ouh, ah non, voilà, très bien. Parashat Vaishlach. Voilà, on y est. Et maintenant, Manitou, voilà. C'est un texte que Manitou a écrit et que j'ai rapporté ici et qui nous dit la chose suivante. D'après le récit même de leur vocation, voyez tous les midrashim qui développent cet aspect-là, la vocation de Yaakov et la vocation de Esav.
on s'aperçoit que Esav et Yaakov ont à eux deux à résoudre le problème de la vocation humaine. C'est-à-dire, là, ils fixent déjà le topo, le sujet, et de quoi il s'agit. Yaakov et Esav doivent résoudre la vocation humaine. Mais le problème, c'est que la vocation humaine, elle est elle-même contradictoire et qui implique une opposition de vocation. Olam hazeh ou Olam haba. Et là, la Manitou nous montre qu'en fait, dans ce midrash-là, on pose les deux en thèse et antithèse. Ou tu choisis ça, ou tu choisis cela. Qu'est-ce que tu dis? Tu choisis ça ou tu choisis ça? Et donc, ça, c'est un problème de la vocation humaine d'une manière générale. Et Yaakov et Esav, d'après les Midrashim, on va résoudre le problème en le disséquant, en faisant que non, on ne veut pas cette contradiction, on veut ou l'un ou l'autre. Alors Esav a choisi l'un et Yaakov a choisi l'autre. Et il y a différentes étapes avant d'arriver à la réussite totale. Il y a, pour schématiser, deux vocations humaines radicalement différentes, on peut dire même opposées, la vocation spirituelle et la vocation temporelle. Et là, il nous ajoute une chose. D'abord, il nous donne la définition. Ceux qui ont une vocation spirituelle, eh bien, ils ont la vocation des choses de l'esprit. Et ça se passe là, le sens corporel des choses, ils sont délaissés et toutes leurs aspirations sont vers la spiritualité, ce qu'on appelle en ivrite Kedusha, Tahara, Torah. Et ça, c'est les choses d'esprit. La vocation matérielle concerne les métiers de la matérialité de la vie terrestre, la manière la plus sûre et la plus évidente pour faire une réussite sur cette terre au niveau de la matérialité, avoir le plus possible d'argent, comme on dit d'habitude, en tout cas de bonne vie. Il faut comprendre, et là il y a une remarque importante de Manitou qui nous dit la chose suivante, qu'il ne suffit pas de choisir la vocation temporelle pour être rachat. Ce n'est pas comme on a l'impression, si on rassemble plusieurs midrash, que celui qui choisit le Olam Hazeh est forcément un rachat, et celui qui choisit le Olam Haba est forcément un tzaddik. On peut être de vocation temporelle et être tzaddik, mais c'est très difficile. Mais c'est faisable. C'est là la vocation de Esav. Si on comprend bien ce qu'il nous dit, Esav devait être un tzaddik. Il ne devait pas être un rachat. Il devait être un tzaddik chez la Olam Hazeh. De la même manière, il ne suffit pas d'être de vocation spirituelle pour être tzaddik. Il ne suffit pas d'avoir des aspirations spirituelles pour être un tzaddik. Et ça, Manitou le disait assez souvent quand il remarquait qu'il y a des gens qu'on appelle des intellectuels sans cynisme. Mais effectivement, il y a des personnes, en France, ils ont même un bon statut et on les respecte pour cela, ils ont une vocation qui cherchent des choses dans la philosophie, dans la spiritualité, dans l'élèvement et de la compréhension. Et nous dit Manitou, c'est pas pour ça qu'ils sont forcément tzaddik. On peut, par exemple, Avodah Zarah. Ou autre exemple, si tu acceptes sur toi une idéologie, comme où tu es un idéaliste, mais tu es une idéologie, ton idéologie est une idéologie de mal, de, d'abomination, ou une idéologie qui va à l'encontre de la morale, Négatif. on le retrouve, Oui, non. oui, il y en a beaucoup. On les a étudiés en philo d'ailleurs. Oui, mais c'est Donc, il pense, problématique parce que il pense au catholisme qui fait cette différenciation énorme. Celui qui vit dans l'esprit et l'autre qui est
l'homme Oui, du peuple. Et oui. ça, c'est une remarque contre le catholicisme, ça, c'est sûr et certain. D'accord, ben, c'est-à-dire, mais pas seulement finalement, parce que des fois on rencontre, on dit, il s'est voué à cela, il était entièrement dans son idéologie. Mais ça, on ne fait pas un tzaddik pour cela. C'est vrai qu'il a beaucoup de dévotion. C'est vrai il a fait absolu de soi, mais ça, c'est pas pour ça. Il faut vérifier quelle est la spiritualité qu'il sert et quelle est l'idéologie qu'il sert. Autrement dit, il ne suffit pas d'être de vocation spirituelle pour être un tzaddik. On peut être de vocation spirituelle et être rachat. Donc, ce que Yaakov devait être, un tzaddik de Olam Haba et ça, un tzaddik de Olam Hazé. Leur destinée de Yaakov et Esav, c'est ce que la Torah nous raconte. L'un est devenu chasseur, il va chercher à manger. Et là, ceux qui ont connu Manitou connaissent son sens de l'humour et qui, les chasseurs cachèrent selon la Midrash. Oui, ils jouent déjà sur la chose, mais en tous les cas, oui, fait pas parce qu'il était chasseur, c'est-à-dire, on continue à lire, la vocation temporelle, c'est la vie de ce monde-ci, cela se passe donc par le manger, évidemment. S'il a choisi le Olam, et là, il justifie le Midrash. Le Midrash provient du texte même de la Torah. Si les chasseurs, c'est qu'il s'occupe de nourriture. S'il s'occupe essentiellement de nourriture, c'est qu'il appartient à ce monde-ci. La vocation spirituelle, presque il n'a pas besoin de manger, il est sous sa tente dans la maison d'études. A priori, les deux vocations sont incompatibles. On ne peut pas faire les deux ensemble. Et pourtant, il faut les résoudre les deux pour que la vocation humaine soit résolue. Étant donné que nous vivons dans ce monde-ci, alors il faut le vivre, ce monde-ci, mais il ne faut pas s'en contenter, il faut aspirer au monde supérieur. Alors la stratégie de la providence étant donnée, l'impasse de cette incompatibilité va séparer les deux vocations. Il y en a un qui va se spécialiser dans ce monde, l'autre va se spécialiser dans la spiritualité. Et alors, on n'a pas résolu le problème. Pour résoudre le problème, Manitou fait appel à l'osmose de la fraternité, va pouvoir résoudre le problème. Étant donné que ce sont des frères, eh ben, ils vont se compléter. Ils vont pas se. Oui, si les deux sont frères, ils partageront leurs biens réciproquement. Oui, moi j'ai une vocation pour ce monde-ci, toi tu as une vocation pour le monde à venir, mais on se complète. C'est-à-dire, moi je t'aide dans ton, C'est pas le Issachar et Zebouloun alors. et Il y avait deux un peu tribus comme comme Issachar ça, et Zvouloun, Mashou de Kazé. boulot. Oui, si, effectivement, si chacun reconnaît la valeur de De l'autre, l'autre. mais s'il ne reconnaît pas la valeur de l'autre, il n'est plus de sadique. Il annule l'autre face de la vérité. Et alors, il tombe, si la clause de fraternité ne joue pas, il doit y avoir pas seulement une reconnaissance, mais une fraternité pour que ce soit, pour qu'on résout le problème de la vocation humaine et de l'homme qui a été créé dans ce monde-ci. Conclusion de Manitou, en termes de Midrash, Esav est l'homme de ce monde-ci. Il va donc avoir deux parts de ce monde-ci. Et il donnera une part à Yaakov, qui lui est l'homme du monde à venir. La clause de fraternité jouant, lui possède deux parts du monde à venir et il partagera avec son frère. Et alors le monde arrivera à sa plénitude et tout ça. Et pourtant, l'idéal est d'arriver à faire émerger un type d'homme qui serait les deux à la fois. Malgré la contradiction des choses, ça c'est finalement le but de la Torah, avoir un type d'homme, un humain, un être humain qui vit dans ce monde-ci et qui reconnaît l'importance du monde futur et qui sait faire dans son organisation et dans ses pensées, ses conceptions, la part des deux. Quand ce type d'homme, et là il dit très joliment, Akol kol Yaakov, vayadaim yedei Esav. C'est ça que Yitzhak voulait
d'après Manitou, bénir. C'est pas ce que Yitzhak a été, comment dire, euh, cassé ou non, je cherche le mot. Trompé, Pardon? trompé. Complexé, trompé. C'est ce qu'il voulait, d'après cette explication-là. Il cherchait quelqu'un qui a la voix de Yaakov en Et tant les que mains de tzaddik et les mains d'Esav en tant que tzaddik. Ouah, formidable, j'ai là quelqu'un que je veux bénir. À Kol Yaakov, Vayadam Yede Esav, ça c'est Mais formidable. il a quand même béni Yaakov en sentant Alors, finalement, l'odeur de... c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il avait devant lui. Il a constaté que celui qui était devant lui avait la voix de Yaakov, c'est-à-dire l'aspiration et l'étude et la spiritualité de Yaakov, mais il avait les mains d'Esav. Et ça, Formidable. c'est Israël. Et ça, c'est Israël. Un instant, alors apparaît l'identité messianique et elle s'appelle Israël, synthèse réussie des deux vocations. Bediouk, ça c'est Israël. Euh, Torah va Avoda. Si vous voulez. Et ce monde-ci et le monde futur, les deux ensemble, ça c'est finalement l'identité messianique. Vous voyez que d'une certaine manière, C'est une pensée de Rav Kook, ça. Hein. oui, et vous voyez que c'est pas très loin de ce que nous disait le Rav Sachs, qu'il faut devenir Israël. Et Rav Sachs n'a pas défini exactement qu'est-ce que c'est Israël à venir. Il a dit ne sois pas un trompeur comme Yaakov, sois toi-même. Mais et là, Manitou va un peu plus loin. Il dit qu'est-ce que c'est être soi-même? C'est réussir à réunir les deux et les mains d'Esav et la voix de Yaakov. Cette idée-là, elle est belle, elle est, à mon avis, absolument acceptable dans le cadre de l'étude de la Torah, mais pour mettre ça dans le Midrash, ça demande un effort d'interprétation. C'est-à-dire que finalement, Manitou est parti du Midrash, mais il l'interprète en fonction, comme tu l'as dit, de ce qu'il a appris du Rav Tzvi Kouk ou de ses maîtres en Algérie. En tous les cas, c'est évident que c'est la conception de Manitou qui interprète le Midrash. On peut dire d'une certaine manière, comme le Midrash a interprété la Torah. Torah Shebirtav. Oui, et Manitou fait au Midrash ce que le Midrash a fait au verset. C'est-à-dire, au, au-delà de ce qui est écrit, on a une conception, on a une vision des choses, on a notre judaïsme. Et ce judaïsme-là, on le retrouve, on peut le retrouver par le biais du Midrash et le biais des Midrashim. Et si ça ne marche pas entièrement, alors on peut dire comme le Rav Sachs, bon, le Midrash s'adresse à quelqu'un d'autre, ou bien on peut faire comme Manitou, c'est-à-dire, bon, je vais te faire comprendre ce que le Midrash véritablement, veut véritablement dire. Et cette démarche-là, elle est, elle est, elle est en conforme avec tous ceux qui font du Midrash finalement, parce que le Midrash, très souvent, s'exprime d'une manière un peu imagée, avec une parabole, et la traduction de cette parabole, elle est laissée aux Chachamim de chaque génération pour qu'on puisse s'en servir finalement et s'en renforcer. Et Ken, Je pourrais rajouter alors une réflexion personnelle de cette jolie cour, parce que c'est un joli cours, sur un midrash qui paraît pas très compliqué. Les femmes de la Torah, c'est elles qui font ça. C'est extraordinaire. Regardez les trois personnages mariés à ces femmes-là. C'est les femmes qui font ça. il faut Rivka quoi? parce que vous regardez comment elles mènent le monde, mais derrière la personnalité de leur mari. Et elles font changer le monde. C'est extraordinaire. Excusez-moi, là, je suis pas féministe je sais pas, une obsession. Mais là, vraiment, la Torah donne la place principale aux hommes, mais derrière tous les hommes principaux, il y a ces femmes qui dirigent, qui mènent le monde, Ok. mais derrière les hommes. C'est-à-dire que, euh, écoutez,
Là, vous faites Écoutez les allusion histoires, c'est essentiellement à elle un qui dit, Rivka. il va faire la bracha, il va faire la bracha, tu vas te déguiser. Après, tu te sauves, je prends la faute sur moi. Après ça, mais tout ça, c'est mené par elle, mais elle est personnage secondaire. Moi, Oui. vraiment, je suis devenue féministe, là. Par l'intermédiaire de Rivka qui a commencé par prendre cette Tout initiative était pour mené donner de l'eau derrière. à Eliezer. Non, Oui, tout évidemment. est Et mené, Rivka était très mais heureuse. elles n'ont pas la place première. C'est les hommes qui ont la place première. Ah, ça demande aussi réflexion, mais בסדר. יפה, תודה רבה, אנט. Suzy, ton micro est fermé. Ah oui, j'ai dit qu'on est appelé Bnei Israël et on sait très bien que la femme a une position bien élevée par rapport à l'homme Ok, dans la Torah. Voilà. bon, voilà. Vous avez une Shabbat majorité shalom. de femmes qui écoutent, là. Oui, C'est pour je ça, vois oui. là. Allez, Toda Rabba, Allez, Shabbat Michel. shalom. Mais Michael, moi je voulais dire, Oui, il y a un Alex. autre, par rapport à ce que vous avez dit, il y a un autre midrash qui dit qui est très critique envers Yaakov, qui dit qu'il aurait dû donner Dina à Esav Oui, pour qu'il fasse tchouva et finalement tout à il y fait. aurait eu ce partage du Olam Hazé et du Olam Haba, Mamad. Mais, oui, mais ça va dans le sens que nous a expliqué Manitou, effectivement. Mais c'est vrai, dans le fond, je veux dire par là, l'aspiration d'Israël, c'est que l'ensemble de l'humanité, et pas seulement nous, peuple juif, mais l'ensemble de l'humanité soit face de Shuvah, arrive à l'avènement et arrive à un contrôle de soi et arriver à tout l'ensemble de l'humanité soit tzaddik et pas seulement une partie. Oui, Nahon, alors, d'une certaine manière, il fallait donner Dina à Esav et ce qui est arrivé à Dina dans notre paracha va compliquer la chose, va repousser la réussite d'Esav beaucoup plus tard et beaucoup plus loin. Dans le même sens, Michael, il y a aussi ce même midrash aussi qui en veut à tous les Havot, qui fait une critique sur tous les Havot par rapport à Timna. Dans le même sens. Et, S'ils avaient pris Timna, ils ne seraient pas tombés chez Eliphaz et on n'aurait pas eu Amalek. Nahon. Oui. Bon, peut-être on en reparlera, on essaiera de remettre ces midrash-là dans leur contexte historique et comment ça se présente les choses. Ok, בסדר. Chazak תודה Uvaroch. רבה. Toda Merci Rabanita. beaucoup. Tout. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.